Dans un monde hyper connecté où chaque année apporte son lot de nouveautés toujours plus sophistiquées, un vent de nostalgie souffle sur la tech, on assiste au retour d'objets low-tech ou rétro comme les platines vinyles, les appareils photo instantanés, les téléphones à clapet minimalistes ou les liseuses à écran e-ink monochrome. Cette renaissance des objets tech rétro s'affirme comme un contre-mouvement face à la surenchère technologique et au tout numérique. Là, on parle même d'une nouvelle tendance qui s'appellerait le newtro, la contraction de nouveau et rétro. Voilà, new et rétro. Okay. Ça apporte vraiment sur une méfiance un petit peu de cette surconnexion qui se traduit justement par beaucoup de revival de pas mal d'artefacts différents. On parlait des vinyles, on parle de cassettes, on parle des jeux vidéo 8 bits et même des vieux téléphones. En tout cas, la nostalgie high-tech se traduit beaucoup par l'amour de l'esthétique du rétro, je trouve, et peut-être aussi d'un ras-le-bol du surconnecté. Comment ça va, mes petits osios ? Mais impeccable. Eh ben écoute, c'est pas mal. Pour des mecs qui aiment la tech, on va essayer de défoncer la tech dans cet épisode. C'est beau. Pas la défoncer, l'accompagner. Oui, on va dire la museler un peu pour qu'elle le soit agréable. Mais elle est toujours agréable en vrai. Hein. Sauf ouais, quand. En vrai, je suis un geekos de ouf. J'avoue que le sujet, je commence à trouver des inspirations pour en discuter, mais quand des vous inspirations. avez, Toi, t'as galéré à trouver des inspirations à ton vénérable âge. Toi, je suis sûr que t'avais. J'étais sûr. Il a juste ouvert son sac, il a ouvert le grenier, il a dit. Frérot, tu serais surpris, hein, parce que moi, je suis vraiment un geek dans l'âme et j'avoue que plus la technologie va loin, je suis quand même le mec qui essaie de vendre des casques VR, qui veut littéralement mettre des écrans sur la gueule des gens, tu vois. Ouais. Donc, malgré mon vénérable âge, je pense que je suis un peu malheureusement, ou en tout cas, ou heureusement, j'en sais rien, peu importe, je sais même pas comment me positionner, mais je suis un peu l'inverse du mec qui adore se plonger dans le passé. Même si, pareil, j'y trouve quand même ma Madeleine de Proust, mon instant nostalgie. Et des fois, ça m'arrive de penser que c'était mieux avant. Mais on est tous comme ça, hein, je pense. Mais je pense que c'est de là aussi devient cette tendance un petit peu, c'est de retrouver un peu un aspect essentiel aux objets. Mais de ouf. Je sais pas si c'était mieux avant ou juste le retour du concret. C'est du physique. Et en tout cas, il y a une vraie. Alors, en tout cas, peut-être pour des gens de mon âge, je sais pas trop, parce que en ce moment, tu sais, ça m'arrive de traîner sur TikTok et tout, même si j'ai toujours mon geste de défense, mon réflexe de défense, pardon, je cherchais le mot. J'ai toujours mon réflexe de défense de me dire qu'au bout de 3-4 vidéos que j'ai scroll, tu vois, j'arrive à me stopper. Pour l'instant, je garde ce bon réflexe. Mais par contre, je sais pas si c'est l'algo qui m'a grillé, et je vois en ce moment beaucoup de vidéos de mecs ou de meufs, j'en sais rien, mais en tout cas de personnes qui mettent en avant les valeurs ou comment c'était dans les années 90 et tout. Moi, je vois des vidéos un peu comme ça où les mecs qui disent « Avant, on avait des amis, on sortait dehors avec eux et on partageait des vrais moments. » Oh, le truc moralisateur. Ouais, je te jure. Mais alors, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai eu un peu le même délire, mais sur un truc plus récent. C'était pas, on sortait dehors et tout, etc. Mais tu sais, le fait d'allumer la console et de retrouver ses potes le soir. Mais tu sais, genre le même groupe de potes avec qui t'étais en cours. Ça, c'est parce que t'as pas le permis papier rose. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai vécu l'algo. Et le réel, il m'a touché. J'ai vu le réel. Le mec, il sort sa console, machin. Il la branche en mode ouais, t'as trouvé un moment pour jouer, t'es content et tout. Et il scrolle dans les jeux. Et il sait pas quel jeu lancer parce qu'en fait, le plaisir des jeux, c'était le plaisir de les faire à plusieurs et de partager le truc. Et puis même à l'époque, genre c'était tu descends, tu t'allumes la console, c'est Black Ops pour être avec tes potes. J'allais jouer, dire quoi. Le nombre d'heures qu'on s'est enquillé sur Modern Warfare 2 et Black Ops. Mais je trouve qu'il y a, en tout cas, je sais pas si c'est une vraie tendance ou c'est genre l'algo qui m'a piégé spécifiquement, et ça peut être même sympa de voir si les auditeurs ils peuvent nous dire ça sur notre Instagram. Je vois vraiment un truc comme ça où il y a toujours genre une vidéo sur 5. Ça va être un peu un truc de pourquoi avant c'était mieux, tu vois, c'était un genre de truc comme ça qui remonte des moods, des trucs qui fait qu'on n'avait pas internet, qu'on n'était pas surconnecté et que la vie elle se passait genre dehors. Tu trouves qu'on consommait mieux les choses avant ? Non, je pense qu'en vrai, j'ai envie de croire que c'est vrai. Tu vois, il y a une partie de moi qui me vraiment. Moi, il y a un truc. Allez, bon, je vous raconte ma vie de daron très rapidement. Ah non, mais on écoute, hein, on est là pour passer. On est là pour ça. En vrai, tu vois, là, en ce moment, je vis un vrai cas de conscience un peu dans ma tête. J'ai mes gamins. Et bon, alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que moi, j'ai grandi en quartier, dans un HLM. Et qu'en vrai, moi, ma vie, quand j'étais gamin, c'était de sortir en bas du bâtiment pour aller jouer avec les gamins. On prenait par exemple nos planches de skateboard, il y avait des pentes et on aimait dévaler les pentes, tu vois. Tu rentrais arracher tes vêtements que ta mère venait d'acheter déchirés. La semelle de Vans éclatée là. Est-ce que ta mère t'a déjà fait le coup en plein été, tu montes, tu vas boire, elle dit bah t'es rentré, tu ressors pas.
Ah non, elle m'a pas fait le coup. Par C'est contre, vrai. il y a le truc de tu dois rentrer à telle heure et tu rentres pas à telle heure et elle part avec la daronne de ton pote avec qui tu traînes et ils font le tour du quartier pour te chercher Ah yes, et te et la mettre ta coup de race. savate. Et et te mettre ta grande race. Ouais, ça, c'est réel, tu vois. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, aujourd'hui, j'ai des enfants. Bon, on vit en zone pavillonnaire. Et mon gamin, il a 9 ans, tu vois. Et je me dis, pourquoi il n'est pas dehors il a des amis qui habitent 3 rues plus loin et machin. Est-ce que c'est la nouvelle vie où, genre, en fait, eux, ce qu'ils kiffent, c'est juste être devant des écrans. Et bien que j'essaye de faire de mon mieux, tu vois, par exemple, la semaine, ils n'ont pas le droit aux écrans, tu vois, il y a quand même certaines règles où j'essaie de faire attention. Ou est-ce que, en fait, il y a aussi le fait que, bah, on l'a pas habitué, on lui a pas dit, mais va dehors, ton pote habite plus haut, vas-y, tu peux y aller, t'as 9 ans, tu sais traverser une rue à pied, ou quoi. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on a peur aujourd'hui parce qu'on est abreuvé de faits divers par les chaînes d'infos en continu ou sur nos notifications. C'est-à-dire que même quand tu as un gars qui essaie de te prémunir de ça, tu as des notifs constamment de trucs de dingueries qui se passent et du coup, on a juste peur de le laisser y aller tout seul, sachant que pour le coup, il n'a pas de téléphone portable. Donc du coup, tu te dis, s'il y a un galère, voilà, tu voudrais au moins pouvoir le traquer. Tu as même cette notion de dire, j'aimerais même qu'il ait un AirTag, tu vois, dans la poche, histoire que je vois qu'il arrive bien au point A, au point B. Alors qu'en fait, avant, on vivait sans ça et les gens, ils allaient dehors et puis moi, je traînais dans des... Tu vois, genre, au début, j'allais en bas de mon bâtiment, mais avec l'âge, j'allais beaucoup plus loin. Ouais. Donc je sais pas si c'est un problème de... est-ce que c'est le cadre parce qu'on est en pavillon? Est-ce que c'est parce que aussi lui il est tout ce qu'il veut en fait son hobby c'est de traîner dans les écrans ou est-ce que c'est aussi un côté t'as juste peur voilà je pense que peur irrationnelle. T'as un mélange d'un peu tout ça. Aujourd'hui t'as tellement de trucs qui sont à dispo chez toi facilement sans bouger que pourquoi t'irais sortir, tu vois, ton téléphone il fait console de jeu, il fait appel, il fait ta musique machin. Ouais mais moi ce que je veux c'est que mon enfant il aille jouer dehors avec ses potes, tu vois. Mais je suis bien d'accord avec toi, sauf que nous aujourd'hui quand on allait, enfin à l'époque, quand on allait dehors, c'était pourquoi? C'était alors, outre le fait de faire du sport et de faire des activités à plusieurs, c'est parce que t'avais des trucs, chez toi t'étais limité. Rien qu'acheter un jeu, c'était pas t'allais sur la page, t'achetais, tu téléchargeais, c'était t'allais au magasin, t'achetais les jeux avec la gueule de la jaquette ou parce que t'en avais entendu parler par un autre pote. Quand t'allais chez ton autre pote, t'y allais parce que lui il venait d'avoir la PS2 et tu tapais ton meilleur GTA San Andreas avec lui. En général, tu le regardais jouer, il gardait la manette, ce bâtard. Tu vois, on a joué à FIFA 98 avec les PlayStation 1 et tout. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, c'est tellement plus simple de consommer chez soi que est-ce que tu as vraiment besoin de sortir? Et toi, en tant que fervent des vendeurs de la VR... C'est même pas une question de besoin, c'est une question de... est-ce que t'es pas limité ou est-ce que... Ce qui fait un peu... Moi, je vais vous dire, ce qui me fait un peu flipper, c'est que mon gamin... ça me fait flipper peut-être que lui, parce que c'est pas son référentiel. Mais moi, j'ai un autre référentiel. Et je me dis, mon gamin, il va grandir. Et c'est quoi son enfance? C'est d'être resté à la maison tout le temps, devant des écrans. Et en fait, ses meilleurs souvenirs, c'est quoi? C'est quand il va se faire un multi sur Fortnite ou, je sais pas, sur Roblox ou sur lui, il est très Minecraft, Roblox, comme ça. On est en train de tomber dans l'âge où c'est nous les vieux cons, tu vois. On est les jeunes vieux cons. Non, mais en vrai, j'ai un peu peur qu'il passe à côté de choses de la vie que même à un 9 ans, tu vois, malgré qu'il est encore jeune. Mais vu que c'est pas la même enfance, peut-être que lui, c'est normal. C'est là où je voulais en venir. En fait, on est en train de tomber dans le mindset de nos parents qui voient arriver les premiers supports numériques et qui se disent mais qui va pas t'abrutir devant les écrans, alimenté par, comme tu l'as dit, les discours toxiques. Alors à la fois de certains politiques, maintenant c'est plutôt certaines news en continu ou l'effet un peu anxiogène qui est diffusé par les médias, tu vois. Bon, après là, on sait pas qu'on s'écarte du sujet, mais après je veux pas trop alimenter le débat, mais je pense que moi, de mon profil, Tekos, je serais très mal placé pour dire à mon gamin non mais les écrans machin. Mon gamin, je commence un peu à lui mettre le casque VR sur la tête et mon kiff ça serait qu'on aille s'amuser tous les deux dans la VR ensemble. Pas des heures mais au moins de faire des petites sessions ensemble, ça peut être très cool. Ça peut favoriser ses best souvenirs de son enfance, ouais, mais j'aimerais qu'il ait des souvenirs avec ses potes parce qu'il a été, tu vois, dans la forêt qui est juste en haut de chez moi et qu'il a joué, je sais pas, moi avant je montais dans des arbres, tu vois. C'était un délire, tu vois, on montait dans les arbres. C'est un truc, un fait divers. Un peu en fait, c'est pas la notion de dire je veux absolument pas qu'il ait d'écran. C'est que j'aimerais qu'il ait ces phases où l'après-midi, il fait beau, tu sors dehors, tu vas prendre le soleil, tu vas t'amuser, tu vas faire des conneries même avec les enfants, même si en tant que parent, ça m'enchante pas, mais qu'il aille faire ses propres expériences plutôt que d'avoir quelqu'un qui est reclus sur lui et qui, en fait, son référentiel, c'est ça. En fait, ce qui me fait peur, c'est de se dire que ces gens-là, ils vont peut-être finir par vivre uniquement en intérieur. Et moi, honnêtement, j'ai de la famille, tu vois. Et bon, je n'ai pas trop envie de m'étaler, mais je connais quelqu'un dans ma famille qui, aujourd'hui, vit un peu reclus, tu vois.
Et même quand on lui dit, mais tu sais, imagine, genre, il est en âge où il pourrait voyager tout seul. Et il dit, ouais, moi, ça m'intéresse pas de voyager. Et ça me terrifie, ce genre de réponse, tu vois. Parce que il va passer toute sa vie. C'est quoi sa vie? C'est vivre dans des mondes virtuels tout le temps. Et c'est un mec qui met des casques VR qui dit ça, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai quand même cette notion-là. Et du coup, je pense que ça va introduire aussi le sujet pour rebondir. C'est que la low-tech, c'est aussi un besoin. Et je vais en parler moi, notamment parce qu'à la maison, j'ai un produit totalement un peu orienté low-tech là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on puisse enchaîner là-dessus. Mais pour te donner mon sentiment, comme ça, j'embraye et on y va. Je pense qu'il y a un truc qui commence à émerger de la part des gens et qui un peu révulse les gens. Moi, en tout cas, c'est un peu le constat que je me fais. J'ai l'impression, et on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, j'ai l'impression qu'on devient esclave de nos produits. Là où à l'époque, on était certes manipulé par le marketing, parce que les gens, le but des gens, c'était de nous vendre des produits. Mais à l'époque, on avait l'impression quand même d'être acteur de nos produits, ou en tout cas, on avait une prise de conscience. On retrouve une certaine maîtrise, et je pense que cette vague de rétro, à mon sens, elle vient aussi d'un plaisir de retourner sur le physique. C'est exactement la tendance, moi, en préparant un peu l'épisode, en cherchant des trucs que même moi, j'adopte et que j'apprécie. Je pense que le tout dématérialisé, il a fait du mal à beaucoup de gens, et retrouver cette sensation un peu physique, un peu analogique est très sympa pour beaucoup de monde. Mais j'irai même plus loin, et puis après, je laisserai la parole à Rewan, promis, mais il y a un truc aussi qui est fait aujourd'hui dans la confection même des produits modernes. On nous parle aussi également de dépendance par le design, tu vois. Des produits sont designés pour créer une sorte d'envie de tout le temps les utiliser et d'avoir tout le temps envie de les avoir sur soi. Le smartphone, c'est un peu la quintessence, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus... des fois, il y a des stats qui nous montrent combien de fois on va déverrouiller notre appareil dans la journée. Enfin, c'est quand même fou, en fait, quand on prend un peu de recul. Il y a un support, par exemple, qui a énormément popé, qui a disparu à l'ère du CD et du streaming, c'est le vinyle, qui est réapparu depuis un peu plus de 15 ans. Et pour vous dire, actuellement, les ventes de vinyle sont plus importantes que les ventes de CD, en tout cas en 2022, une première depuis 1987. On retrouve vraiment, alors pourtant, Spotify, Apple Music et tout ça, c'est en pleine effervescence, mais il y a une aura. Un duo, tu vois, qui vient se mettre. Et c'est exactement mon cas, par exemple. Alors, j'avoue que ça fait un moment que j'en ai pas mis. Toi, je sais quand même que t'as un cas particulier par le vinyle. Hein. Vraiment, c'est un truc qui te parle. Hein, c'est un truc de cœur, un peu, le vinyle. Bah, c'est un truc de cœur parce que déjà, j'aime bien l'objet. Je trouve que c'est beau, c'est collectionnable, t'as même des éditions limitées, tu peux te faire plaisir et surtout tu redécouvres certains trucs où quand t'as envie de te poser et d'écouter une vraie musique que t'as envie d'apprécier, un truc tout con mais un Hans Zimmer, un Gladiator ou un truc comme ça où c'est très... tu te plonges dans l'univers. Ouais, c'est très immersif. C'est immersif et du coup en fait tu choisis, c'est toi qui vas chercher dans ta petite étagère, tu vas prendre celui-là, tu le mets et t'apprécies le moment. Là où tu vas avoir une musique d'ambiance de manière générale avec des lo-fi girls par exemple. Ouais, tu crées une ambiance en fait quand tu mets un vinyle. Le vinyle en fait c'est un peu moi ce que je compare à quand je m'installe dans ma chaise à mon bureau pour jouer. Ça m'arrive de choper le Steam Deck, de faire une partie machin comme ça. Mais quand je me pose au bureau pour jouer, c'est vraiment j'instaure le moment. Je ferme le bureau. En général, je retrouve les potes une fois tous les 2 mois quand on se connecte sur Discord pour jouer. Mais c'est genre là, tu poses le vinyle, tu te poses à côté, tu as ta petite boisson, ton petit livre. Et c'est vraiment, c'est presque un rituel en fin de compte. J'ai envie de jouer le troublion un peu dans cette discussion. J'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de théorie du complot. Moi, j'aime bien dire ça. Il y a des bandeurs du vinyle. Ouais, en fait, j'ai l'impression que le vinyle a été boboifié. Ah, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est devenu un truc de bobo. Parce que tu vois, par exemple, on parle. Bon, déjà, pour moi, très clairement, ça m'étonne pas aujourd'hui que le vinyle, il est au-dessus du CD. Parce que de plus en plus, on ne presse plus de CD. Et je pense qu'en fait, le vinyle, il a été mis sur un espèce de piédestal qui fait que, déjà, de toute façon, le CD, il a été exclu un petit peu de tout ça. Parce que les pochettes de vinyle sont plus grandes et donc plus collectionnables que les CD. Et je vais même aller plus loin que ça. Pour moi, c'est vraiment le dernier artefact avant la numérisation. C'est-à-dire qu'un CD, même si c'est un petit vinyle, la technologie derrière, c'est pas du tout la même. Là où un vinyle, c'est vraiment les ondes qui sont gravées qui sont pressées sur le disque, tu vois. Moi, je dirais, en tout cas, ce qui a permis, en tout cas, ce narratif-là du vinyle, c'est très clairement le ton que comment ça sonne un vinyle avec ses petits craquements. Il y a vraiment une ambiance. Là où le CD, en fait,
Enfin, j'ai envie de te dire, c'est pratiquement déjà, on est déjà dans l'ère du numérique qu'on a glissé. C'est du numérique avec une forme physique, quoi. Par contre, tu vois, c'est marrant parce que je comprends le délire de la pochette du vinyle parce que tu me dis, il y a des grands, mais il y a aussi des petits. Moi, je me souviens des petits vinyles et tout ça. Mais par exemple, l'avantage que je donnerais au CD, c'est qu'à l'époque du CD, tu avais sa pochette à l'intérieur avec un petit livret et il y avait plein de choses. Tu pouvais retrouver le producteur. Il y en a certains qui s'amusaient à vraiment en faire aussi un livret. C'était un DLC même du CD. Alors tu l'as sur les vinyles. Alors ça dépend de l'édition, ça dépend ce qu'on a envie de mettre en avant l'artiste. La seule différence, c'est que la pochette peut aussi devenir comme un poster. C'est un objet d'art. De plus en plus, il y a des gens qui les accrochent. Alors soit pour dire c'est celui-là que j'écoute donc je le mets en avant. Moi j'aime bien avoir exactement comme avec des livres tout classé pour pouvoir sélectionner celui que j'ai envie d'écouter à ce moment-là précis. Donc je pense qu'il y a un côté important. Le vinyle représente pour moi la quintessence de cette catégorie, de cet épisode. C'est le truc qui a popé. Le côté boboifié, je pense que c'est plutôt les personnes qui veulent redonner goût à la musique dans un certain format qui est dépassé. C'est pour moi cette appellation qui a été mise derrière boboifié. Mais c'est pas les bobos qui l'utilisent, c'est juste des plus atypiques. Comme format. J'irais plus loin que ça. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu militant d'utiliser le bobo. Il y a eu un refus de passer sur des technos qui non, ça va, les deux vont avec. Moi, j'aurais dit un côté noble. Pour moi, le vinyle, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu un côté noble de l'objet, du produit, de parce que ça ramène. Pour la musique, ouais. Alors qu'en vrai, le CD, c'est comme on l'a dit, c'est vraiment du numérique gravé sur un CD. Et en vrai, c'est assez quelconque, ça n'a pas de signature auditive. C'est-à-dire que si je te mets, je te bande les yeux et que je te mets un CD ou un MP3, t'arriveras globalement pas à faire la différence s'ils sont gravés dans la même qualité. Alors déjà, et puis même, il y a l'objet, tu vois, la platine vinyle, il y a le diamant, qui est aujourd'hui plus un diamant, ce qui est juste une tige, qui va justement faire ses craquements ou pas. Et c'est, pour moi, c'est toute l'arborescence du truc où tu vas faire l'action de dire, ok, tu vas poser ton vinyle, tu vas écouter de la musique. Il y a, comme disait Rewan, c'est un scénario limite. Non, mais par contre, je condamne pas, enfin, je comprends l'amour du vinyle et moi-même qui n'ai pas été forcément bercé par ça. Parce que moi, en fait, je suis de la génération où, en fait, le vinyle, c'est déjà devenu un peu vintage. Le disque, le tourne-disque, quand je suis petit, je le vois un peu encore, mais très vite, nous, on est passé à la cassette, puis après, justement, au CD. Donc, je comprends. Et notamment, moi, je sais, puisque après, tu vois, j'ai fait un peu de musique de mon côté. Et c'est vrai que de réentendre ce grain, ce petit frottement qu'on entend sur le vinyle, donne un petit peu son côté exceptionnel, on va dire, au son dans les sens du terme, autant dans la manière il est unique un peu par le vinyle, et même s'il peut être reproduit numériquement, mais il est unique, et en même temps, il est moins impersonnel. Et écoute, dans un autre format, il y a les cassettes audio qui sont en train de faire un énorme comeback. Ça, je m'y attendais pas. On compte plus de 430 000 cassettes vendues aux États-Unis en 2023, soit 15 fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a même des artistes contemporains, des Taylor Swift, tout ça, qui revendent des cassettes. Et tout ça en édition parfois limitée, un petit peu comme les vinyles. Et même pour vous dire, il y a des marques comme une marque française qui s'appelle We Are Rewind, qui reconstruisent exactement à l'identique, modernisé, donc un style un peu néo-rétro des cassettes. On parle aussi d'une boombox. Là, ils viennent de sortir ce produit qui s'appelle la GB001, qui est une boombox de cassettes modernes. Où à la fois on peut utiliser la connexion Bluetooth pour avoir les haut-parleurs. Qu'il y a l'auto-reverse. Mais alors, je sais pas s'il y a l'auto-reverse, ça je suis pas allé jusque-là. C'est bien, ça serait fou. Boombox, pour ceux qui m'intéressent pas, c'est vraiment comment on appelait ça à l'époque? Putain, c'est terrible, je suis en train de chercher le moi nom. aussi, je un post audio, mais les énormes les postes gros que tu mets sur l'épaule. Que tu mettais sur l'épaule, vous les avez déjà vus, peut-être, c'était très populaire chez les skateurs. Où t'as une grosse poignée escamotable. J'ai amusé à mettre ça aussi, mais j'ai oublié le terme, ça me terrifie parce que au moment avant que tu poses la question, j'étais en train de me dire, attends, je veux dire. C'est quoi déjà? Mais je sais que c'est un truc en heure à la fin. Et j'ai plus. Je sais plus, mais c'est très populaire aux États-Unis. T'avais l'espèce de gros truc bien rectangulaire. Tu voyais les rappeurs généralement se balader avec ça, mais je trouve que c'est exactement ça, l'esprit rétro-tech. Retrouver un peu le charme et le rituel de l'ancien. Alors c'est assez fou parce que la cassette en elle-même, c'est un objet qui a conquis pas mal de trucs, mais la qualité audio de la cassette est abominable. Puis sa mère. Mais en fait, si tu veux, même à plein de trucs, t'as des inconvénients de fou. Les bandes qu'ils mettent dedans, ça s'abîme super vite. C'est inflammable
fiable comme pas possible, c'est-à-dire que les mecs qui les stockent, ils se chient dessus pour pas que ça prenne feu, ce genre de truc. Et en fait, ça intervient à un format où t'as ton tourne-disque, t'as ton vinyle, c'est pas transportable. Donc avant de passer au CD, qui est un format vraiment numérique, il fallait trouver un autre truc analogique, mais plus petit, que tu puisses transporter, notamment sur des cassettes ou, enfin, je veux dire dans des boombox, ce genre de truc, mais aussi dans des Walkman qui viendront un peu après. Mais c'est pareil, il fallait pouvoir les transporter pour consommer sa musique de manière nomadique. Non, mais en plus, je vais vous dire, hein, moi, je suis pile de cette période-là. Et honnêtement, j'ai aucune nostalgie sur la cassette, en vrai. Hein, franchement. Mais la cassette, moi, je connais. Les mecs, c'est des gros forceurs. Non, t'es un menteur. Est-ce que c'était pas un peu rigolo de mettre un crayon à papier dedans et de faire retour arrière? Alors, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, on en parle, ça fait rire. Mais en vrai, à une époque, il n'y avait aucun plaisir. Ça faisait juste chier. Ah oui, ça faisait juste chier. Ah ouais. Puis la bande, elle s'abîmait. Puis voilà. Non, en vrai, pour moi, là, les mecs, c'est des gros forceurs. Voilà. Ah, carrément, toi, t'es aussi vindicatif. Ah ouais, non, mais là, tu vois, le revival de la cassette, franchement, et les mecs, je vous préviens, je préchote tout de suite, hein, mais le magnétoscope, arrêtez ça tout de suite. Hein, si vous êtes sur l'idée de faire revivre le magnétoscope. Alors, moi, j'ai acheté un truc cassette il y a quelques années pour la sortie des Gardiens de la Galaxie. T'avais acheté la version cassette? J'avais acheté la version cassette Ghetto Blaster, pour les mots. Pardon, ah ouais, j'ai retrouvé exactement. Le mot. Je sais que c'était en heure à la fin, c'est le Ghetto Blaster. Ghetto Blaster, tu vois, déjà rien que le nom. Les ghettos. Ghetto et Blaster. Ils auraient fallu qu'ils mettent juste un 3000 derrière et c'était vraiment typique année 2000. Ghetto Blaster 3000. Mais la musique partout. Pardon, même à l'extérieur. Le terme là, il fallait que je le retrouve. Excuse-moi, je t'ai cassé. Il y a aucun problème, c'est juste pour les Gardiens de la Galaxie que j'avais acheté ça pour l'objet et je me suis dit, bah attends, tu sais quoi, je vais redécouvrir ce truc là. Donc j'ai acheté un lecteur cassette qui pue la merde, hein, vraiment. Mais t'as acheté le Amazon Mix volume je sais pas combien ou un truc comme ça, c'était la cassette. Le Awesome Mix, Awesome Mix. Volume 1. Et j'avais acheté un lecteur cassette qui est éclaté au sol, je crois qu'il fonctionne même plus, il y a des piles qui ont gonflé dedans, enfin bref, abominable. Et la qualité est horrible. Ben oui, ça mais c'est nul. Horrible, vraiment. Autant le vinyle, il y a un vrai truc, autant la cassette, c'est. Non, mais c'est-à-dire que tu vois, même moi, le vinyle qui est pas forcément un gros affect avec. J'arrive à comprendre pourquoi on en a envie. Autant la cassette, non, mais arrêtez quoi. Mais tu sais que, alors anecdote, je me suis rendu compte, je sais plus, la dernière fois que j'ai pris la route et je me suis arrêté à comment ça s'appelle, un Auchan, mais c'est un truc de campagne, tu vois. Ouais. Mais mec, tu sais qu'ils en vendent toujours des lecteurs cassettes dans ces bleds-là parce qu'il y a des gens qui consomment encore comme ça, leur contenu comme ça, dans les bleds un peu paumés. Ces gens-là, mais mec, le prochain coup, je vais en vacances dans un bled paumé, je vais aller à Auchan, je vais te l'envoyer, tu vas me dire, mais c'est pas possible. Mais je te jure, je te jure qu'ils en vendent encore en grande surface. Ah, si je pouvais débarquer chez eux, je leur prendrais leur PC, je leur mettrais un Minitel dans la gueule. On mettra en story sur Bubble. C'est trop fou. Je vais débunk un truc de fou. Ou alors, s'il y a peut-être un abonné qui veut nous envoyer, qui habite au fin fond du Maine-et-Loire ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas, mais je te jure que ces gens-là, pour moi, ils méritent de naviguer avec du Minitel. Mais ils ont connu que ça. Pourquoi ils changeraient si ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont besoin d'une meilleure qualité ou quoi? Ils s'en foutent. Les mecs, ils écoutent encore la radio avec un truc à antenne, tu sais. Bon, alors la musique, c'est pas le seul domaine qui a connu ce basculement. La photo, je pense que c'est le premier objet à laquelle on peut penser avec le vinyle, c'est le Polaroid, la photo instantanée. Et même plus récemment, les appareils photo jetables. Je sais pas si vous avez suivi cette hype un peu folle. Alors moi, il y a un contenu Instagram que j'aime beaucoup. C'est un mec qui vient avec un appareil photo jetable. Il les file genre à des personnes âgées qui leur dit genre à l'aéroport, prenez cet appareil photo, peu importe ce que vous faites, vous me le renverrez après. Et c'était un groupe de vieilles dames qui partaient à Las Vegas et tout ça. Et le gars récupère les photos. Bref, c'est fou. Il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plein de fois. Il a fait genre vous allez en soirée, je peux vous filer un appareil photo, vous faites des photos, je les ferai développer après et tout. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et justement, en fait, il y a un retour à la mode, déjà même sur des photos numériques qu'on peut prendre avec nos iPhones, on va rajouter du grain. Tous ces trucs-là, c'est les couleurs, on parlait des craquements sur les vinyles, on retrouve exactement la même chose, même sur les vidéos YouTube aujourd'hui. Ouais. On a l'aspect VHS qui revient énormément, mais on retourne sur ces trucs-là. Quoi. Sur l'exemple que tu avais donné sur l'iPhone, là, j'allais dire, il faut aller se faire foutre par contre. Donner du grain à une photo comme ça, en fait, l'attrait du fait d'avoir un appareil photo jetable ou même un Polaroid, c'est le cliché, il a un coût. C'est-à-dire quand tu le fais, quand tu le prends, tu sais pas le résultat final jusqu'à ce que tu l'aies développé. Sauf que là, sur un iPhone, tu perds tout cet intérêt-là de prendre la photo, de la faire... Tu vois, tu peux la corriger quand même un petit peu. Et c'est là où je trouve que ça a aussi du sens de la même manière que le vinyle. C'est pareil, tu as ton petit truc, tu as ton petit appareil, tu le fais et tu redécouvres
le moment que tu as vécu à travers ces photos-là. Bah, là, c'est plutôt le style que tu vas apporter sur un iPhone. Par exemple, moi, sur mon Fuji, il y a certains presets que j'ai intégrés à l'intérieur du boîtier qui, justement, apportent ce grain pour avoir ce côté vieille photo et tout qui est hyper intéressant, notamment au coucher de soleil. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus ce truc-là où, bon, à l'ère du smartphone où tu peux prendre plein d'images absolument parfaites, on veut retourner sur ce que tu disais, sur l'instantanéité, avoir une photo imparfaite où tu connais pas vraiment le résultat, tu le verras qu'après. Il y a l'argentique qui revient énormément où tu vas passer de bac en bac pour avoir une photo telle que tu l'avais éventuellement imaginé sans passer par la retouche Photoshop ou des choses comme ça. Alors moi je suis pas encore à l'argentique clairement, mais t'as pas tous les bacs là. J'ai pas tous les bacs, mais mon père arrête pas de m'en parler. Il me dit non mais il faut vraiment que tu fasses un truc, que t'achètes un appareil à photo argentique, on fait ça, on va redévelopper des photos et tout. Mais c'est vrai que l'imperfection assumée devient un vrai truc dans la photo. Ouais, mais après il y a une vraie aussi question qui se pose, tu vois. Il y a pas longtemps, on a fait, je raconte un peu ma vie dans cet épisode, j'assume. On a fêté l'anniversaire de mariage de mes parents, 50 ans. Et c'est beau. En vrai, tu vois, on se rend pas compte parce que nous, en fait, ce qu'on a été faire parmi les nombreux cadeaux qu'on leur a fait, on a été reprendre les nombreux albums photos qu'ils avaient pour un petit peu sélectionner quelques photos un peu phares. Et c'est vrai qu'on se dit souvent, bon, on a plein d'albums photos, ils sont là, ils dorment dans des coins, dans des greniers, dans des machins, mais on se rend pas compte de la richesse que c'est. Par exemple, moi, je sais que pour moi, ça a été incroyable de le réouvrir juste pour cette occasion-là. Je te dis pas que je vais m'y replonger tous les mois ou toutes les semaines, mais j'ai vu des photos de mes parents à un âge où je n'existais pas dans ce monde. Donc, et c'était il y a longtemps. Hein. Et pareil, du coup, tu vois, je vous entends parler depuis longtemps et je me dis, c'est quoi ce qu'on va faire là avec nos enfants ? On va leur livrer notre Google Photos blindé de photos. Tu crois pas si bien faire ? Moi, j'ai vu un concept comme ça. Alors, pour reprendre ce que tu disais sur les albums photos, je trouve que alors, je suis d'accord avec toi, c'est fou de pouvoir s'y plonger comme ça de manière matérielle et tout, mais je me dis, si jamais un jour t'as une couille, les photos elles vieillissent mal parce que ton grenier il est humide ou t'as un incendie ou un truc comme ça fait chier de perdre ces photos-là. L'avantage du numérique, c'est qu'au moins tu peux les sauvegarder. Et on peut le sauvegarder aussi, tu vois, le physique, on peut aussi prendre le temps de le sauvegarder. Oui, c'est vrai, tu peux passer de l'un à l'autre, c'est vrai. Que tu es bien placé pour le savoir. Mais j'ai vu un truc très sympa et que je voudrais faire quand j'aurai des enfants. Je sais plus où est-ce que je l'ai lu, et je l'ai lu il y a un moment, ça doit faire plus de 5-6 ans que je l'ai lu, mais une meuf qui avait ouvert une adresse mail ou un drive, un truc comme ça à ses enfants, et à chaque fois qu'il y avait un truc, elle l'envoyait sur cette adresse mail, et en fait c'est un cadeau qu'elle lui a fait genre à ses 18 ans ou un truc comme ça, et du coup t'as un espèce de parcours par adresse, enfin par mail avec tout ton stockage. Alors faut faire attention parce que si jamais tu payes pas l'abonnement ou quoi, tu perds des souvenirs, c'est un peu chiant. Mais je trouve ça fou de se dire que petit à petit, tu les as envoyés, qu'à un moment, tu déballes ça un peu comme tu sais, les boîtes qui sont enterrées dans le sol. Les boîtes à souvenirs, ouais, c'est pas les boîtes à souvenirs, mais tu sais, les boîtes qui voyagent dans le temps, là où tu as un événement, tu les enterres et tu les ouvres pour la génération d'après. Dans Retour vers le futur. Dans 100 ans, un truc comme ça. Non, mais ça a vraiment été fait, je sais plus comment ça s'appelle. Où il arrive. Les time box, je sais pas quoi. Ouais, non, mais aujourd'hui, après, on peut, à partir de nos photos numériques, on peut soit les faire imprimer sur des vraies photos, ou soit, moi, c'est ce que je fais tous les ans, je fais un livre photo. Mais alors, faut prendre le temps de le faire, hein. C'est très long. Et par contre, c'est trop bien. Quentin, je vais te terrifier, mais tu fais partie d'une niche. Ah oui, ouais, c'est possible. Les gens. Et en vrai, on se pose pas on prend nos photos, on shoot, alors on stocke 1 milliard de choses, mais en vrai, quid de ce qu'on va laisser quand on sera plus là. Juste en termes, tu vois, c'est même pas pour laisser une trace à nos petits-enfants, à nos enfants. Voilà, je pense que tu vois, mais pour l'instant, les albums de mes parents, si tout se passe bien, ils sont bien partis pour atterrir peut-être un jour chez mes gamins quand ils seront beaucoup plus grands et que moi, je serai plus vieux. Et en vrai, c'est malheureux parce qu'il y a plein de visages qu'on connaît plus trop parce que c'est des gens d'il y a très longtemps, mais par contre, ils verront peut-être leurs grands-parents quand ils en avaient la vingtaine et voilà, enfin, quid de l'héritage de ces trucs-là. Non, c'est clair. Et quid de l'héritage de nos comptes, tu vois, c'est un truc très con, on va pas refaire un débat dans le débat, mais je pose juste le truc là. Quid de ce que va devenir nos Gmail, nos Google Photos, nos trucs quand on... C'est pour ça qu'il faut exporter au fur et à mesure. Hein. Moi, mes photos, je les mets sur des disques plutôt que sur mes téléphones et tout ça. Mais il y a un truc aussi pas mal. Je sais que pour ma grand-mère, on le fait. Il y a une application qui s'appelle Familéo où toute la famille est connectée dessus. Nos cousins, mes cousins de manière générale. Et chaque mois, on doit le remplir. Donc, on a, je sais plus, une 50aine de photos à remplir. Et on le met avec des anecdotes, des photos de ce qu'on fait. Et à la fin, tous les mois, elle reçoit un magazine
avec ce qui s'est passé, un format papier. Et chaque année, on fait un gros bouquin avec une belle impression de tout ce qui s'est passé. Donc il y a un truc d'instantanéité où tu donnes l'info le plus rapidement possible, puisque c'est mensuel. Et t'as pas ce truc-là de se dire « Ah putain, il faut que je me pose vraiment une journée, une demi-journée pour faire un album photo à la fin. » Là, tout est fait, quoi. Moi, le truc que je fais en héritage, un peu entre guillemets, le délire dont je suis parti, c'est avec mon fils, on essaye, parce que là, c'est en train de partir un peu en sucette malheureusement, mais une fois par an, on essaye de se poser et on fait un podcast. Ok, trop bien. Et il me raconte. C'est quoi ta vie, ta classe, tes copains. C'est vrai, putain, mais il faut le faire tous les mois, ça. Et en gros, l'idée, c'était d'arriver jusqu'à ses 18 piges et de lui dire, bah voilà, t'as 18 épisodes de podcast qui durent une vingtaine, trentaine de minutes. C'est ultra drôle. C'est incroyable. C'est une super idée. Faut vraiment que tu continues. Là, j'ai un peu laissé filer, mais il va falloir vraiment continuer. Parce que j'arrête pas de lui dire, il faut qu'on le fasse, Et c'est un podcast privé, c'est un MP3 qu'on enregistre, qu'on met sur le cloud. Comme tu as dit, tu le gardes, quoi. Et après, il l'aura et puis il en fera ce qu'il voudra. Ça sera un mood, un instant T qu'on aura enregistré d'une discussion avec moi, lui, sa mère et son frère maintenant qui commence à être là aussi. Et du coup, il verra l'évolution de comment c'était avant que son frère arrive et puis tout ça. Il faut vraiment persévérer. Hein. En tout cas, le marché mondial, pour vous dire, des caméras instantanées, c'est estimé en 2023 à plus de 1,2 milliard de dollars. Comme quoi, c'est vraiment un truc qui montre l'engouement un petit peu de ce format. Vous utilisez, vous, des Polaroid ? Vous en avez déjà utilisé Déjà utilisé, oui, très largement. J'en ai eu un, même le gros bleu sur lequel tu avais 5 photos, ça coûtait 10 balles, je crois. C'était un vol, c'était un braquage, globalement. Moi, j'ai jamais réussi à tomber dedans. Enfin, tu vois, j'ai déjà utilisé parce que dans une soirée, il y en avait un qui traînait, mais j'en ai jamais eu un personnellement. Tout simplement parce que je trouvais justement qu'il y avait un côté très braquage, comme tu dis, où je trouve que les Insta, c'était vraiment des photos qui étaient ultra petites, avec vraiment la qualité la moins folle possible. Je trouve que là, ils poussaient un peu le bouchon trop loin. Oui, t'as plusieurs formats aujourd'hui. T'as les petits et puis un format. Et t'as les plus grands. Il faut arrêter. Tu fais un vrai Polaroid un peu sympa avec un vrai cadre sympa, un truc qui donne envie et pas un truc où t'as l'impression de te faire enfumer. Et c'est marrant, les trucs, les recharges. J'ai l'impression que les gens, ils en parlaient comme des encres dans les imprimantes. Tu vois, mais c'est exactement ça. Tu vois, donc ça m'a un peu répulsé. Et disant, j'en veux pas de ce truc-là parce que ça ressemble plus à un racket que. Alors que la Ghetto Blaster avec 8 piles qui font des cartouches de fusil à pompe où t'as 25 minutes d'autonomie, c'est vrai que là, c'était. T'avais l'interface de Winamp en réel sur le Ghetto Blaster. C'était un deal. C'était un deal. Ouais, j'avais récupéré un Polaroid. Je crois que c'est Polaroid qui me l'avait envoyé. La version Stranger Things. Et tu parlais des cadres un peu sympas, justement, ils avaient fait le thème Stranger Things sur tous les cadres, c'était très sympa. Après, j'en avais, je crois, 2x10, un truc comme ça. Et après, je suis passé sur des classiques. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien le sortir. Alors, généralement, ils sont déchargés, parce qu'aujourd'hui, ça se branche et c'est plus avec des piles. Mais ouais, de temps en temps, j'aime bien, je le sors et puis je fais des photos de ma fille de temps en temps. C'est marrant d'avoir ce truc-là en mode vintage alors qu'on est vraiment en 2025. Et puis quand t'arrives chez quelqu'un, tu vois un panneau avec des photos comme ça qui sont mis chez quelqu'un, chez Quentin, épingles. Tu veux dire? Bah ouais, puis sur d'autres personnes avec des épingles, etc. Il y a toujours ce côté un peu, c'est cool. C'est un truc que j'avais fait pour mon mariage où on pouvait prendre en photo en format Polaroid, machin, et puis tu l'accroches. Oh, mais ça, c'est incroyable. L'évolution de la soirée. C'est incroyable. Là, c'était... Et le lendemain où tu vois ceux qui ont osé prendre des photos. C'était ghetto. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et tu vois, même moi, dans la philosophie des photos, alors c'est vrai que j'ai toujours cette envie de faire des albums. Et il y a un truc où j'ai acheté un vrai appareil photo pour prendre des photos de manière beaucoup plus instantanée que d'avoir soit mon gros boîtier, soit mon iPhone, pour prendre à la fois des belles photos, des photos personnalisables rapidement, et surtout pour graver des souvenirs très vite. Après, t'as la fibre du mec qui aime faire de la photo aussi. Alors ça, c'est clair. Et ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça aussi. Tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Ce côté instantanéité, nostalgie, ça m'a touché. Il y a un autre secteur qui est touché par la grâce du néo-rétro, c'est le gaming. Ouais, le rétro gaming, c'est une dinguerie. Alors, il y a à la fois les éditeurs qui vont jouer sur cet âge d'or de la nostalgie avec, pour parler de la Switch 2 par exemple, avec maintenant des émulateurs qui sont intégrés. Ils viennent même d'annoncer qu'ils ressortaient le Virtual Boy, soit en version carton, soit en vraie version physique, que tu accroches sur la Switch pour émuler de nouveau ces vieux jeux. C'est un truc qui n'aurait jamais dû naître. C'est-à-dire qui jouait au Virtual Boy? Qui s'est fait avoir par le Virtual Boy? Je crois qu'ils en ont vendu 100 dans le monde. Et encore. J'ai pas la stat, mais ouais. Il y a eu très très peu de ventes.
Il y a ça, et je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années maintenant, tout ce délire des mini-consoles rétro. La NES rétro, la Play, la Mini Play et la tout PS1 ça. Slim, où ils ressortaient les trucs. Où au final, bon, t'avais plus l'aspect, tu mettais les disques ou les cassettes dedans. Non, c'était du plug and play. C'était du plug and play, mais il y avait cette truc-là. Où t'avais déjà les jeux intégrés et tout. Mais en vrai, c'était sympa. Le concept était stylé. Cool. Maintenant, ils ont compris qu'ils pouvaient jouer sur la nostalgie et ils te ressortent tous les jeux en version remaster. Après, le problème de ces machines-là, pareil, c'était aussi un braquage parce que souvent, ils te vendaient genre avec, je sais pas, il y avait 20 titres dedans et tu pouvais même pas en ajouter. Ils brisaient le truc. Ça, je suis d'accord. Tu vois, ça fait que les gens, ils ont très vite compris la douille. Et je pense que c'est pour ça que c'est un truc qui a finalement pas tant duré que ça dans le temps. Ils en ont fait quelques-unes et après, ils sont arrêtés. Parce que les gens, en fait, ils en avaient juste marre de se dire, bah ok, t'es gentil, mais si j'ai envie de mettre mon jeu et qu'il n'est pas dans ta liste, bon bah je l'ai dans l'os. Donc les gens se sont tournés vers les émulateurs et les petits. Mais Nintendo l'a bien compris, parce que ça fait je sais pas combien de temps, parce que en vrai les jeux de quand t'étais petit, c'était en grande majorité des Nintendo. Moi je parle pour ma génération, tu vois. Et quand tu regardes le marché de l'émulation à l'époque, c'était déjà une dinguerie il y a, je trouve, 10-15 ans sur les vieilles consoles. Et c'est que maintenant qu'ils se remettent à sortir de manière officielle, ils l'avaient un peu fait sur la Switch 1, mais bon, c'était pas non plus extraordinaire. Et ils commencent à officialiser le fait de mettre à dispo les ROM et les jeux sous licence, mais sur leur plateforme. Alors qu'en vrai, je pense que c'est les jeux les plus émulés de l'époque et que tout le monde leur chiait dessus parce qu'ils voulaient pas les mettre à dispo. Même ils ont relancé cette année, du coup, sur la Switch 2, l'émulateur GameCube. Ouais. Il y a genre 10 jeux. Les gars, genre c'est vos jeux, mettez-les directement, tout le catalogue, je sais pas, en plus il faut payer, il y a un abonnement pour pouvoir y accéder. Mais même Xbox, il le faisait, tu pouvais jouer aux vieux jeux et tout, non, c'est une folie, je trouve, de galérer autant. Après, ce qui est marrant, c'est que dans le côté rétro, on va pas se mentir, je pense que les jeux 2D ont bien mieux vieilli que les premiers jeux 3D. Ah, mais je suis d'accord. Tu relances un jeu PlayStation 1, ça pique. T'as déjà joué à Resident Evil 1, le vrai? Ah ouais, non, le premier, ouais, je l'ai joué, je vois bien la lourdeur du personnage dans les Time Crisis, Tomb Raider et je vais te dire, Tomb Raider a bien vieilli parce que lui c'était vraiment prime jeu bien, ils avaient compris que c'était de la merde, c'était cubique quand même. C'était cubique, mais le personnage était maniable. Oui. Tu joues à un Tomb Raider, un driver, un truc comme ça, c'était tu disais par exemple, il y avait la lourdeur et encore ils avaient eu l'intelligence de mettre des caméras fixes, tu sais, pour Resident Evil 1 parce que le jeu, le personnage à manœuvrer, c'était un paquebot en fait. C'était quoi ta première console, toi? Ma première console, ça a été la Mega Drive 2. Alors en fait, moi j'ai eu des parents qui étaient très anti-console, qui m'ont sorti toutes les feintes pour essayer de ne pas en acheter. Et il y avait la fameuse excuse de ça abîme la télé. Tu sais, entre la technique de genre la pyrite. Ils essaient même pas de m'expliquer, mais ça abîme la télé, on l'achète pas. Et donc j'avais de la famille, heureusement, j'avais une culture de jeux vidéo un peu plus large, parce que j'allais squatter chez mon cousin, où j'avais des cousines qui avaient une Nintendo. Donc j'ai joué à la première NES et tout ça. Mais ma première console, moi, ça a été la Mega Drive 2. Et quand je te dis ça, on n'était plus très loin de la première PlayStation. Donc en vrai, c'était un truc qui avait été acheté à pas cher en occasion. Parce qu'ils ont... Sinon, maintenant, je te dis de la merde. Ma première console... non, mais parce que du coup, ça abîmait la télé, mais j'avais trouvé une feinte. Mais ma première console, c'était la Game Boy. Je crois que moi aussi c'était la Game Boy. La Game Boy. Je crois que j'ai une Game Boy Advance à l'époque, la bleue, pas la SP, celle qui se plie vraiment, la bleue avec le rétroéclairage. Et je vous fais l'anecdote, j'avais un cousin qui, sa mère, elle leur achetait tout, tu vois. Et du coup, j'étais tellement fier d'avoir une Game Boy, tu vois, je lui montre et tout. Je lui disais, ouais, moi aussi, je suis partie de la team, j'ai du jeu vidéo à la maison. Et je lui dis, regarde ma Game Boy et tout, machin. Et là, tu sais ce qu'il me fait? Il me clash. Parce que c'était à Noël. Il dit, tiens, regarde, moi, j'ai eu un cadeau aussi. Et il l'ouvre. Et c'est la Game Gear. Il me dit, tu vois ta Game Boy là, vas-y, viens, on éteint la lumière. J'éteins la lumière, plus rien. Plus rien. Et l'autre, il avait la Game Gear. Tout l'écran en couleur et tout. C'était incroyable. Ouais. Après, la Game Gear, je te parlais tout à l'heure des piles déjà, ça les enquête aussi. Et le catalogue de jeux de la Game Gear, mon frérot. Ah bah, il s'est éteint vite. Hein. La Steam Deck à côté, niveau taille, c'est un iPhone Air. La Game Gear, tu l'as en main. C'était un truc de ouf. Et c'est vrai que, tu vois, pour le coup, à l'époque, j'avais pas assez de répartie parce qu'il suffisait d'attendre juste 15-20 minutes pour que la Game Gear, il n'y avait plus de piles. C'est pas compliqué, c'était une console portable. Tu l'utilisais chez toi parce que tu la branchais. Et on mettait les fameux. Nous, on appelait ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est un mot qui est repris quotidiennement. Mais nous, on appelait ça un adaptateur. C'était ces fameuses prises avec, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient plusieurs ports pour que tu puisses mettre celui qui s'adapte. Exact. Mais j'en ai acheté il y a pas si longtemps, un truc comme ça, parce que justement, nous, on a connu l'époque où pour traiter des Pokémon, il fallait rencontrer quelqu'un, brancher le câble de chaque côté, aller au point à la boutique, machin. Au Poké Center. C'est ça. Les plus riches, ils avaient l'adaptateur sans fil. Tu te rappelles ou pas, le petit truc? Moi, j'ai pas eu l'adaptateur sans fil. Mais moi, tu crois que je l'avais? Rien du tout. Et après, j'ai eu la GameCube qu'on m'avait donnée.
C'est un ancien voisin qui me l'avait donné. Il me l'avait donné avec une manette, mon pote. Tu voyais la manette. Tu sais, t'avais éteinte. Tous les fils qui dépassaient. Tu sais, c'est le genre de manette qui était rangée à chaque fois proprement en l'enroulant. Mais en l'enroulant, je pense qu'il l'enroulait comme si c'était pour tendre des mecs. Et sa vie en dépendait. Toute la gaine, elle s'était barrée. Mais je crois que j'ai découvert Splinter Cell dessus d'ailleurs. Et Need for Speed, si je dis pas de bêtises. Moi, la GameCube, c'est toujours Mario Kart Double Dash. Hein. C'est mon grand souvenir. Et le jeu Tarzan, je l'ai rallumé la Wii il y a pas longtemps pour pouvoir rejouer à ce jeu. Toujours ultra dur. Même genre 20 ans après, je galère toujours autant. C'est terrible. Mais j'ai fait comme toi, j'ai fait Game Boy Advance. J'ai fait la Game Boy Advance SP avec le petit tatouage tribal, là, dégueulasse. J'ai fait la première DS. Après j'allais à chaque fois tous les ans chez Game Score. Alors, Score Game. Après, c'est devenu Game. Et après, ça s'est fait racheter par Micromania, effectivement. Et tous les ans, je rapportais ma DS pour avoir celle d'après. Tu vois, un peu comme aujourd'hui, je fais avec les iPhones, mais je faisais ça avec les DS. Et j'ai revendu ma 3DS, le Graal à l'époque, pour m'acheter une PSP. Incroyable. Et là, ma vie j'ai revu la lumière quand j'ai lancé la première fois GTA dessus et j'étais en mode c'est dingue. C'est incroyable, hein, c'est insane. Ouais. Tu veux une anecdote? Alors, j'avais déjà raconté, mais moi j'ai commencé à jouer sur le PC parce qu'à l'époque j'avais un PC. Il était déjà chiant. Du coup, il faudrait que je raconte une autre anecdote. Moi. Et attends, moi j'ai vécu un temps où j'avais pas internet. Sauf que j'étais déjà un fan de Valve, des jeux Valve de machin. Et j'avais eu anecdote pareil à internet. Mon voisin m'avait j'ai fait une anecdote dans l'anecdote, c'est Anecdoteception. Mon voisin était venu m'installer Half-Life parce que pour pirater c'était très simple. Il me donnait le CD, je l'installais. Il mettait le code qu'il avait dans la boîte, t'avais pas de vérification sur internet. Oui, donc, c'est vrai. Il était hard-codé le truc, donc il m'installe Half-Life et tout. Et j'ai kiffé. Pour Noël, j'ai eu Half-Life Anthology où t'avais les DLC, t'avais Opposing Force, Blue Shift, etc. Et je me dis, putain, c'est incroyable et tout machin. Et je me dis, putain, je jouerais bien à Counter-Strike quand même. J'ai été à Score Game, acheter Counter-Strike, j'arrive chez moi, j'ai un code, sauf que Counter-Strike, c'est un jeu multijoueur, il faut le télécharger. Ah ouais. J'avais pas internet. Merde, je suis retourné chez Score Game avec une déception. Ils me l'ont repris, je comprends toujours pas qu'ils me l'aient repris parce que normalement tu le vends, t'as un code, c'est fini, le code il avait aucune preuve, le mec que j'avais consommé. Comme le code il marchait. Bah ouais. Genre c'était une excuse valable, monsieur, je n'ai pas internet. C'était une excuse valable. Alors que si je l'installais, je téléchargeais une fois, je pouvais jouer avec les bots hors ligne. Jamais pu. Terrible. Au début, il n'y avait pas les bots, il me semble. Ah si, il y avait. Sur un point 6, mais un point 6, t'avais déjà les bots. 1.6, il y avait déjà les bots, effectivement. J'aurais fumé CS italien en boucle. Exactement. Terrible. Du coup, je vais revenir sur mes propos de ma première console. En fait, parce que je ne considère pas ça comme une console. On a eu, avec mon frère, un CPC Amstrad. Oh, la CPC. J'ai oublié aucune idée de ce que c'est. Bah, en fait, tu vois... T'adorerais le design. Celle avec la toute noire avec le petit truc de bois au-dessus, là. Pire. Amstrad CPC. Un truc encore moins... 400 quelque chose, non? Ouais, 464, je crois, la mienne. En fait, c'était celle qui était un peu grise. Tu y mettais des cassettes audio. Tu vois, les cassettes qu'on met dans les cassettes audio, c'est là-dedans qu'étaient contenus les programmes. Tu mettais ce truc-là, tu lançais play et il fallait taper la commande run. Et là, tu attendais 45 minutes pour que le jeu se charge. Tu avais l'image qui se chargeait ligne par ligne de pixels. Oh, waouh. Faut être patient. Hein. Tac. Et je me souviens, c'était les pires jeux du monde. J'avais un jeu qui... Ouais, après, j'ai vraiment... Tu vois, c'est vraiment un truc, on l'a eu. Mon daron, il nous a fait kiffer. Alors, tu sais, il savait pas, le pauvre. Tu vois, il a eu ce truc-là. On l'a eu. Et après, on a pleuré des larmes de sang. On a arrêté de jouer. Mais c'était même pas une console. C'était le premier truc vendu comme un ordinateur grand public. Exactement. Tu connais, en basique, tu pouvais acheter les jeux en livre. Tu les achetais en livre. C'était à toi de taper le code sur ta Amstrad. Et si tu te trompais ne serait-ce qu'un point virgule quelque part, tu pouvais pas revenir en arrière. C'était effacé tout jusqu'au moment où tu avais fait l'erreur. Et t'avais les jeux les plus éclatés au monde. Je me souviens, on en avait un, c'était Batman. Et le Batman, en fait, il ne pouvait toucher aucun élément du jeu, sinon il mourait. Il donnait pas de coup de poing, il donnait pas de coup de pied. C'était un jeu, tu devais juste éviter des ennemis. Et en fait, si tu touchais un des blocs du jeu, tu mourais. Le Batman regarder, le plus éclaté du monde. Allez regarder le vieil épisode du Joueur du Grenier. Il avait fait un super épisode là-dessus où il parlait de cette console. C'est truc de fou encore. Alors Batman, toi, c'est ton grand truc. Et t'as une borne d'arcade justement qui émule tout ça. Exactement. Et du coup, je peux t'en parler parce que c'est souvent le produit. Moi, je me souviens parce que j'en ai parlé avec d'autres qui avaient des bornes d'arcade et qui te disent qu'au final, elles terminent toujours poussiéreuses. Et puis personne je suis d'accord. Et ben moi, mes gamins, en ce moment, ils sont dans un mood où ils ne jouent plus qu'à tous les Mario, mais les anciens. Tous les Mario. Mon fils de 4 ans, il finit le premier monde de Mario Bros, le tout premier. Et donc dans cette bande d'arcade, en fait, à l'intérieur, on a juste un Raspberry avec un Recalbox dedans.
Et du coup, on a nos émulateurs et on joue à nos jeux. Et en fait, pour en revenir aussi au sujet, c'est que je trouve que c'est un produit que je chéris. Et d'ailleurs, ils y jouent là. Et après, ils y jouent même en déplacement avec des tablettes où on a mis des émulateurs. Et en fait, ce que j'adore dans le fait qu'ils soient picousés à ça, c'est qu'on retrouve des jeux qui ne sont pas là pour essayer à tout prix de te faire soit dépenser de l'argent, soit qui sont designés pour être addictifs au possible. Oui, les jeux sont addictifs, mais pas designés dans cet esprit-là. Et il y a une machine qui va beaucoup te plaire, que tu pourrais éventuellement leur offrir. C'est des machines neuves pour des vieux jeux. Ça s'appelle Mode Rétro. Je sais pas si tu connais. Non. Globalement, c'est la console portable de Chromatic. Et ça a été conçu par Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus. Chromatic, c'est une Game Boy nouvelle génération qui accepte les cartouches originales. Sauf qu'elle a été faite dans un design rétro, mais en même temps avec un écran LCD rétroéclairé, une super définition, de l'USB-C, t'as une coque en alliage métallique ultra robuste. L'idée, c'est d'avoir l'esprit du rétro, du vintage, mais anti-obsolescence programmée. C'est vraiment très stylé. Ouais. Nintendo, ils sont d'accord avec ça, par contre? Le fait que tu puisses avoir un appareil qui met les cartouches dedans? Après, je suis pas certain que t'émules tous les mais jeux. Mais t'émules pas, là. Là, tu mets les cartouches, et je crois qu'il y a une partie émulateur, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le plus gros, c'est la cartouche. L'idée d'avoir son objet physique, mais intemporel. C'est un truc que tu peux garder je sais pas combien de temps, et pour citer ces mots, c'est pas de téléchargement, pas de compte à créer, insérer la cartouche et jouer comme à l'époque, simple, concentré sur le jeu et fun. Je pense qu'on retrouve un petit peu cette philosophie que t'as avec tes gamins. Et encore une fois, je pense que c'est une réponse aujourd'hui à un peu le côté esclavagisme du jeu vidéo, sur lequel, par exemple, les jeux qui cartonnent le plus, c'est beaucoup des jeux comme Fortnite, etc., qui sont designés pour vraiment accaparer tout ton temps de cerveau disponible. Et c'est un peu ça, je pense que c'est un peu la réponse à ça, c'est essayer de reprendre le contrôle de ce qu'on fait au quotidien. Reprendre le contrôle de prendre une photo et d'avoir l'importance de faire en sorte que la photo, elle soit bien, parce qu'une photo qui est prise est une photo gâchée. Reprendre le contrôle du vinyle et de la musique, où en fait, c'est pas simplement écouter une musique, c'est reprendre une expérience, que ce soit du packaging jusqu'au... et on le voit même aujourd'hui, tu vois, dans le monde du jeu moderne, la plupart des jeux, les coffrets collector, sont de moins en moins fournis, ils coûtent de plus en plus cher. C'est vrai. Et ils sont de plus en plus kitsch, plus en plus low cost, par exemple sur les figurines, sur les book art, sur les trucs comme ça. Et c'est vraiment, je pense, ça, c'est une répulsion humaine de notre part, de se dire stop, ça suffit. Et ça permet de nous rappeler qu'il y a eu une époque où on a envie de se rappeler, on a envie de croire que tout était tout beau, tout rose. Et du coup, je pense qu'on a besoin de retrouver le contact avec ce type de produit sur lequel on a l'impression qu'on est moins manipulé. Moi, tu sais, je m'étais racheté il y a pas longtemps la Mio Mini Plus, qui est pareil, une espèce de petite Game Boy, écran LCD, super qualité et tout, sur laquelle tu peux tout émuler jusqu'à la PS1, si je dis pas de bêtises. Donc t'as pareil, l'Amstrad et tout dedans, machin. J'ai un peu joué dessus quand même, je me suis un peu chauffé. Je suis à la moitié, un peu de la moitié de Pokémon Rouge, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était mon Pokémon de cœur. Le meilleur. J'ai beaucoup joué à Advance Wars 2. Tu vois ce que c'est, Advance Wars 2 ou pas du tout. C'est, je pense, une version... Comment je pourrais expliquer ça en français? Enfin, en français. En comparant à d'autres jeux, c'est un théâtre militaire, mais en tour par tour. Imagine un espèce de Age of Empire en tour par tour, mais c'est de la guerre moderne avec des tanks et tout. Et j'ai passé. Je pense que c'est ça qui m'a fait kiffer les jeux de stratégie quand j'étais petit. En vrai, j'ai pas tant joué que ça, tu vois. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, ça va être cool, je vais pouvoir jouer dans le lit et tout. Ça m'a un peu chauffé, mais en fin de compte, j'ai pas joué plus que ça. Donc je sais pas si c'est moi, ma Madeleine de Proust à l'époque, mais. Mais par contre, moi, j'ai envie de dire que ça serait presque un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner à des parents pour initier les enfants aux jeux vidéo. Parce que le problème de donner nos tablettes ou nos smartphones fait qu'ils rentrent tout de suite dans un monde qui essaie à tout prix de les happer, tu vois. Là où, par exemple, je trouve qu'il y a quand même une forme de contrôle, il y a une forme de chose qui est un peu plus saine dans ce qu'étaient les jeux vidéo un peu. Ouais, après, tu vois, le côté social des jeux en multijoueur de l'époque, donc nous, on était déjà, entre guillemets, plus grands, on était au collège. Moi, c'est certains de mes meilleurs souvenirs, tu vois. Je pense qu'il faut les deux. Là, je pense qu'on parle d'un âge où c'est la découverte, la connexion. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, je suis assez raccord où déjà, tu as un vrai truc de difficulté dans les jeux, et puis juste réfléchir par rapport à la situation, choisir le jeu auquel on va jouer, et pas... Et encore une fois, ils sont pas designés
designés dans un but mercantile. Parce que les jeux, en fait, une fois qu'ils étaient sortis, bon, bah, ils étaient vendus, tu vois. Mais ils sont pas là pour essayer d'arriver soit à du pay to win, soit des choses comme ça. Après, je suis totalement d'accord avec toi. Tout n'est pas à jeter. Et je vais te dire, je pense que moi, mon fils, j'adorais quand il a jeté son dévolu sur un jeu comme Minecraft. Parce qu'en fait, il y a vraiment T'as un aspect créatif dedans. Il y a un aspect créatif, il y a un aspect aventure. Exactement. Tu fais presque du développement, en fin de compte. Exactement. Il y a tout un cheminement, mais ça fait partie des rares jeux, tu vois, qui sont designés comme ça. Vous vous rappelez les Tamagotchi? Tu sais qu'ils ont fait une réédition il n'y a pas très longtemps? Ouais, je sais que aussi c'est aussi dans le mood du rétro qui revient aussi un peu à la surface. Mais j'avoue, j'avais jamais été déjà un peu grand peut-être, non? Ouais, j'ai jamais été. J'ai vu le truc par curiosité quand j'étais gamin, mais j'ai très vite compris que pour moi c'était un peu de la trappe couillon. Donc. T'avais un Tamagotchi toi quand t'étais? Évidemment. Moi j'en avais un, je crois, en primaire. Alors non, j'avais qu'une génération, moi, je me rappelle. Et une fois, je l'avais filé à ma sœur et elle l'a perdu. Voilà. C'est tout. Anecdote terminée. J'avais le démon. Par contre, c'est marrant, tu vois, un objet rétro que j'aurais bien vu revenir, tu vois, quitte à aller dans le minimalisme et dans le genre, la low-tech quasiment. C'est marrant que le pager revient pas du tout. Tu vois, le tatou, le tam-tam et tout ça. Alors, non, mais tu crois pas si bien dire, puisque dans une autre catégorie, tu as vachement les téléphones à clapet qui reviennent en termes de design, donc adaptés pour des nouveaux, sur les nouvelles technologies, les nouvelles bandes 4G, etc., machin. Et les téléphones, donc on avait déjà parlé dans un épisode, les dumbphones, ouais. Tout ce qui est minimaliste, etc., ça revient vachement pour que l'objet du téléphone redevienne un téléphone. Il y a même les nouveaux 3310, toute cette effervescence. Vous y croyez, vous, à ces trucs-là? En vrai, je pense que j'aurais pas la foi d'en transporter un, mais je me dirais quel plaisir ce serait. Mais je pense que j'aurais trop le FOMO, tu vois, le fear of missing out, de me traballer un téléphone comme ça et de pas pouvoir me tenir au courant sur toutes les 20 000 applications de télécommunications et réseaux sociaux que j'utilise aujourd'hui. Pour rappeler un petit peu, le dumb phone, c'est justement échapper à cette connexion, hyper-connectivité, ne plus être esclave des notifications, les réseaux sociaux, essayer de retrouver une sorte de tranquillité d'esprit, finalement. C'est un téléphone qui fait l'essentiel d'un téléphone, c'est-à-dire tu as tes appels, des messages, appels. Tu as tes mails, tu as ton agenda éventuellement. Tu peux avoir, je crois qu'il y a quand même quelques applis sur certains modèles type Uber, etc., quand tu as vraiment besoin, mais c'est-à-dire que, outre ça, les réseaux sociaux et tout, tu peux oublier, quoi. C'est vraiment un téléphone pour faire téléphone. Souvent, ils ont des écrans e-ink en plus. Moi, je dirais pas que c'est une question d'y croire ou pas y croire. Je pense qu'il y a une demande, il y a une niche, donc forcément il y a un marché, même s'il est pas de ouf. Je pense qu'il est quand même intéressant, il est à ne pas négliger. Et en fait, en préparant cette émission, j'ai été un peu me balader sur une des marques qui s'appelle Punkt, qui fait des dumb phones, et j'ai été lire un des témoignages. Et en vrai, j'ai trouvé le témoignage super cool dans en fait l'image qu'on peut se faire de gens qui ont des dumb phones. Et oui, on retrouve beaucoup cette histoire de reprise de contrôle, de ne plus être esclave des notifications. Il y en a pour qui, en fait, j'ai du mal à percevoir, mais ils disent qu'ils retrouvent une vie, une qualité de vie qu'on n'a plus, nous, avec nos appareils hyper connectés. Moi, aujourd'hui, j'arrive à concevoir clairement parce que moi, en fait, je suis pas esclave. Je crois pas. Alors, je pense que je suis un picousé peut-être un peu du smartphone, mais aujourd'hui, je suis plus esclave de mon activité de YouTube où je passe constamment mon temps à aller voir mes chiffres. Voilà, très clairement, parce que je suis dans ce truc-là. Mais par contre, je trouve que je fais pas énormément de choses de plus, tu vois, je scrolle pas énormément sur Instagram. T'es pas sur les jeux, voilà, sur Montel. Ouais, je joue pas forcément sur Montel non plus. C'est vraiment aujourd'hui mon activité qui vraiment me drive de ouf. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que en fait, la personne, elle nous expliquait par exemple que elle était plus au fait, par exemple, elle dit, j'ai souvent pas les refs des gens. Parce que les gens sont sur les derniers mèmes à la mode. Moi, c'est un peu mon cas d'ailleurs. Les gens ont beaucoup les dernières tendances, etc. Et mine de rien, quand t'es quand même t'es pas dans le rejet de ce truc-là, ce que je trouve très cool, c'est qu'elle me dit, bah en fait, t'as beau ne pas avoir les refs, et ben les gens qui sont autour de toi, qui sont hyper connectés, ils ont qu'une envie, bah, c'est de te le partager le truc. Et quand t'es pas allergique, et ben ils te montrent le même une fois, tu le vois, bon voilà, et tu l'as vu, ils t'expliquent la ref, ça les fait marrer de t'expliquer la ref, ils sont super contents parce que pour eux c'est un truc genre tout le monde là, donc c'est un peu boring, tu vois. Et en vrai, et du coup, là, les gens, ils sont limite contents de voir un extraterrestre qui est pas au courant du truc. Et en fait, elle dit que mine de rien, les choses arrivent quand même à elle. Et elle dit pareil, tu vois, j'ai un téléphone un peu dumb phone. Je crois qu'elle a même pas de photo, elle expliquait. Mais elle dit, c'est pas grave, parce qu'en fait, je suis tellement entouré de gens hyper connectés que si c'est pas moi qui prends la photo,
il y aura quelqu'un de mon entourage qui va l'apprendre pour moi. C'est clairement une conversation du samedi soir entre Rewan et moi. J'ai pas la ref, il vient me montrer le truc. C'est ça. C'est exactement ça. De temps en temps, quand je déconnecte, que j'ai besoin de recharger, je suis en mode t'as vu ça au fait? Hop, je lui montre. C'est terrible. Et en fait, ce qu'on ressent, en fait, c'est encore une fois, pour moi, c'est vraiment le sous-texte de cet épisode. Je sais pas si vous serez d'accord. C'est encore une fois, on subit les choses. Tu vois, tu parlais des notifications, des actus, on les subit. Et elle, dans son témoignage, ce qu'elle expliquait, c'est qu'au final, c'est elle qui prenait acte de dire tiens, j'ai envie de savoir c'est quoi les news. Tu vois, on entend souvent parler c'est elle qui fait l'action. Voilà, et elle choisit. dit je prends ce moment-là pour regarder des news parce que ça m'intéresse, ça peut passer par la radio. Elle me dit des fois j'achète le journal, mais parfois je vais avoir quelqu'un qui va me donner l'actualité autour de moi parce que je suis quand même entouré. Et je trouvais quand même que c'était super intéressant et elle expliquait en gros pour passer au dumb phone, en fait, il faut y aller de manière progressive et ne pas vouloir faire le radical qui dit je prends mon smartphone, je le jette et je prends un dumb phone et on y va et c'est en mode j'y vais de manière genre vraiment à la dure, plutôt de dire je prends un dumb phone et je l'utilise genre le week-end, tu vois. Je fais une transition en douceur. C'est-à-dire que voilà, je garde mon smartphone pour la semaine et le week-end, je me cloisonne un peu. Et je vais même aller plus loin dans la conception de ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, les téléphones, que ce soit Apple ou Android, ils mettent à dispo tout un tas d'outils pour déjà gagner le contrôle, que ce soit couper tes notifications, mettre en ne pas, enfin, tu vois, en ne pas déranger, sur, les modes concentration. Concentration sur une certaine partie de la journée et tout. Aujourd'hui, ce dont il faut se débarrasser, c'est la tentation et le fait de se dire ouais, mais si. Et je suis le premier à un sujet là-dessus. Mais si déjà, tu coupes tes notifications sur tes réseaux sociaux la journée pendant le travail, etc., que tu essayes de lutter comme toi. Tu prends le téléphone machinalement, ah non, je le repose, machin, le geste un peu allergique. C'est les habitudes, en fait. C'est exactement ça. À tuer. Déjà, tu pourrais y aller. Je suis d'accord. Le problème que j'ai avec cette idée-là, c'est qu'en fait, déjà, il faut avoir le mental. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. Parfois, il faut passer Mathieu, par... supprime YouTube Studio. Parfois, il faut passer par une forme un peu radicale pour faire les choses. Oui. Et après, le problème, c'est que j'ai envie de dire, c'est pas... Ok, je veux pas vraiment victimiser les utilisateurs ou essayer de leur trouver des excuses. Mais il faut quand même comprendre qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui sont payés pour que justement pour rendre les trucs addictifs, bien sûr, s'accaparer de ton temps de cerveau disponible. On est bien d'accord. Et c'est quand même pas évident pour tout le monde parce qu'il y a des moments où pareil, même si des fois tu as envie de chasser tes habitudes, il y a des moments où tu es un peu plus faible que d'autres. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même un moment où il faut se dire il faut peut-être aller sur le côté peut-être un peu plus radical en se disant que si vraiment on le veut, parce que c'est pas une obligation. Hein. Nous, on en est l'exemple, c'est-à-dire que là, on va faire 1 heure sur un épisode où on va essayer d'expliquer aux gens et reprendre le contrôle. C'est ce que j'expliquais, ne plus subir, essayer d'avoir ces moments où on va choisir à quel moment on accepte d'être hyper connecté et à des moments où on se désintoxe. Malgré tout, j'arrive à concevoir que, en fait, c'est quand même difficile parce que c'est fait pour qu'on soit toujours accroché à nos appareils. Et je le vois même peut-être avec toutes les expériences que j'ai pu voir, que ce soit toi qui en avais parlé, à un moment Léo, Romain, etc., qui s'étaient isolés. On sent que c'est des épiphénomènes qui font du bien. Et je ne remets pas en cause le fait que, mais au global, au final, ça reste que des épiphénomènes. Donc je pense que genre, le jour où on décide d'y aller, il faut un peu y aller vraiment. Dans le même domaine, alors je vais encore faire une anecdote, tu vois, t'es pas le seul à raconter ta vie, mais je me suis rendu compte, je taffe dans le secteur de l'informatique, et à chaque fois que je suis en meeting, t'as toujours les gens qui suivent le meeting et qui en parallèle sont en train de taper des mails, etc. Et des fois, en vrai, ça me casse un peu les couilles. Ouais, normal. Je veux pas parce que t'as l'impression que les gens ils t'écoutent pas en fait. Que t'écoutes pas, qu'ils font plusieurs choses en même temps, il y a peut-être des infos essentielles qui passent pas et tout. Et j'ai un de mes collègues qui a une remarquable. Donc le truc avec Remarkable, où tu peux écrire avec un stylo, etc. Tout à l'heure, je me suis dit, je vais la commander, je l'ai commandé. Mais c'est un point intéressant que tu soulèves, où justement, moi, c'est un truc qui m'horripile moi-même, où je suis en conf, je suis en événement avec des gens, et je vais taper un truc dans mes notes sur mon téléphone. Ouais. Et en fait, même moi, vis-à-vis de la personne, ça me dérange. Je suis en train de prendre des notes sur ce qu'elle me dit, parce que ce qu'elle est en train de me dire, c'est intéressant. Mais je trouve ça hyper gênant, parce que ça peut être déstabilisant par la personne, en mode, je te fais chier là, c'est ça ? Tu sais que t'as une version portable, genre petite, la Remarkable, je crois, c'est Paper Pro ou un truc comme ça, qui est à peine plus grande qu'un smartphone. J'avais vu, mais 450 balles, ça coûte une couille, Remarkable. Je sais pas ce qui vous arrive, par contre, sur les prix, il faut se détendre. Moi, j'ai une marque française là qui me propose potentiellement de tester un produit comme ça. J'espère pouvoir. T'as ça, et t'as Amazon qui a fait un Kindle Scribe aussi, mais c'est comme
les grands formats. Mais c'est exactement le même constat que toi. Il y a ça ou il y a l'upload. Du coup, moi, j'utilise beaucoup ça où en fait, t'enregistres et ça te fait un résumé. C'est un peu casse-couille. Dans la même idée, il y a la Kindle dont on a parlé plusieurs fois sur ce podcast où justement, tu vas éviter d'avoir cette surcharge mentale avec plein de trucs différents et juste avoir un écran e-ink dans les livres. Pareil, je pense que une des questions qu'on n'a pas abordées rapidement, mais parce que tu tends la perche, je pense que le côté multifonction des produits, c'est un peu ce qui est aussi une aversion des produits qu'on a cités. Si tu regardes bien, souvent, les produits, ils ont une fonction et pas 10. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi on retourne fuite au multitâche, tu vois. De se dire qu'on a perdu le contrôle de notre concentration, on n'est plus capable de se concentrer parce qu'on a notre tablette, mais tout d'un coup, on va avoir envie de faire un petit coup de multitâche, de dire tiens, attends, je vais regarder vite fait mes stats, mon Instagram, mon machin. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté dans cet épisode-là, dans cette thématique-là qu'on aborde, de dire un produit, une fonction. On se reconcentre sur une tâche. Une tâche. Si tu veux écouter de la musique, tu vas aller sur ton téléphone, tu vas lancer une musique et puis après, hop, Instagram. Alors que si tu te dis, je vais lancer un vinyle, tu vas faire l'action de le mettre, de te poser pour écouter. Tu veux lire un livre, tu vas pas te balader à gauche à droite, tu prends ta Kindle, tu lis. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé. Et même pour les jeux vidéo, on va se poser, on va jouer à notre petite Game Boy virtuelle ou alors à notre borne d'arcade, on partage un moment sur ce truc-là. Donc je pense qu'on est vraiment sur ce truc où c'est le credo. Moins de distractions, essayer de se reconnecter à l'essentiel, ce retour un petit peu à la sobriété. Et réapprécier l'instant présent. Parce que quand on fait plein de trucs en même temps, moi je sais que parfois j'oublie des choses parce que je fais trop de trucs dans ma tête et que j'ai du mal à gérer le flux d'informations. Ouais. Et des fois, on me dit un truc et je dis je m'excuse, je suis désolé, je crois que mon cerveau était éteint à ce moment-là. Et là, le fait de se dire on vit un instant présent avec un truc, une fonction, ça fait du bien, je pense. Il y a un petit point que je voulais aussi aborder avant de conclure, c'est sur le design rétro et les objets cultes revisités. On voit de plus en plus de marques comme Ikea revenir sur des collections des années 70-80. Rewan, maintenant, t'as un exemple qui trône dans ton studio. Mais ils vont retourner, réimaginer une nouvelle collection, justement, vis-à-vis des créateurs qui, soit sur des formats anniversaires, soit pour revenir et rebalancer cette tendance. On peut parler de la Pipistrello. C'est une lampe, on va dire une lampe avec une format un peu palmier, qui justement permet de remonter cette tendance des années 50-60. Les vieilles lampes d'avocat reviennent vachement à la mode. Tous ces trucs-là où on va jouer aussi sur la nostalgie décorative. Vous pensez quoi de cette tendance Alors c'est un cercle, même en termes de fringues, c'est un cycle. Mais moi, j'ai une théorie très simple, c'est qu'en fait, la mode, elle est cyclique. Et qu'aujourd'hui, les produits qu'on a seront les produits rétro qui reviendront à la mode dans 20 ans ou 20 ou 30 ans, par exemple. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que t'en as qui jouent un peu trop sur le phénomène de la nostalgie pour espérer vendre. Ce que je disais en début d'épisode sur certains jeux avec leur version remaster à la noix, un peu flemmard. Mais dans l'esprit, le fait de vouloir signer un produit récent avec l'héritage de ce sur quoi il a été créé. Tu avais par exemple, il n'y a pas très longtemps, la PS5, tu sais, édition PS1 qui reprend la couleur grise et tout. Je la trouvais magnifique. Incroyable. Vraiment très belle. Très, très belle. Et je me dis, c'est ce genre de choses-là qu'on veut, tu vois. C'est un peu un rappel aux fondations, un rappel à quelque chose qui est présent, qui est construit sur... à la nostalgie, finalement. Ouais, alors la nostalgie, oui, mais c'est aussi un espèce de tribu, tu vois, une espèce de salutation à une époque d'héritage qui a existé, qu'on a peut-être un peu fantasmé, nous, en se disant ouais, c'était mieux avant, c'était plus simple, on avait plus le temps, on était peut-être un peu plus on se faisait beaucoup chier aussi, puis on était peut-être un peu plus innocent, tu vois, ouais, bien sûr, un peu moins conscient de la chance qu'on avait à l'époque de pas avoir entre guillemets de responsabilité, si ce n'est de se lever pour aller en cours, quoi. Et d'être à l'heure à la maison. Après, ce que je trouve super sympa dans cette approche-là, c'est aussi ce qu'on dit, faire du neuf avec du vieux. Et je trouve que parfois, c'est très, très cool, très rafraîchissant de pourquoi pas prendre un design à l'ancienne et d'essayer de le retravailler, de le rafraîchir. C'est-à-dire qu'il garde un peu ses fondamentaux de design à l'ancienne, tout en ayant un aspect un peu moderne, le rétro-futuriste. Moi, j'adore ça. Par exemple, le délire dans Fallout, il y a plein de petits exemples comme ça sur la série Fallout, où tu vois des écrans cathodiques qui sont un peu refaits et tu sens qu'il y a une inspiration un peu rétro, mais en même temps qui semble un peu futuriste. Ouais. Je trouve ça génial dans les
toute l'histoire de Fallout. Ouais, et les séries Star Wars, les dernières un peu qui essayent de regarder les gros boutons, mais tu sens qu'ils ont essayé un petit peu de faire en sorte que ça soit pas trop daté, pas trop mal vieilli et tout ça, donc c'est cool. Et dans le design, ça porte un nom, c'est le Y2K pour l'an 2000. Non, ça c'est un pour le passé récent d'Elon Musk. Et t'as le Y3K qui est pour l'an 3000, donc globalement ce qu'on vit actuellement. Ouais. Donc on va avoir des tendances comme le chrome qui va revenir énormément, et ce désir un petit peu de renouer avec l'esthétique du passé. Donc voilà, pour la petite référence, Y2K, Y3K, c'est exactement ce qu'on a. Par exemple, on peut citer dans le Y3K, Y2K, les montres digitales classiques, comme les Casio ou trucs comme ça qui reviennent vachement à la mode. Ça n'a jamais pas été à la mode, ça, je trouve. Ça a toujours été à la mode. Ça a surfé un petit peu, mais moi, je vois, il y a toujours quelques-uns qui se mettent à mettre des montres comme ça. Hein. Moi, j'arrive pas à comprendre un peu le délire de cette nostalgie. En vrai, j'aime bien, moi. J'ai failli en acheter la semaine dernière en plus. Ouais, mais tu vois, je suis un Yankee. Ouais, mais c'est pas bizarre ceux qui prennent celle-là, les Casio, mais tu sais, avec un truc doré. Tu vois, les Casio, avant, tu sais, pour moi, c'était la montre de geek noire, tu vois, avec les boutons caoutchouc et tout. Et là, les mecs, ils les mettent en version dorée. Ouais, ça revient à la mode. Je trouve que c'est weird, un peu. Mais voilà, en tout cas, un petit peu ce que dessine ce côté rétro-tech, le hardware simple, le retour un petit peu à l'essentiel, une tâche, un produit, une tâche, une action, pour ralentir éventuellement, ressentir un petit peu plus ce qu'on est en train de faire, et je finirai redonner aussi, du sens, quoi. Ouais, redonner du sens, et je suis d'accord, je pense, parce qu'aussi on le verra peut-être par l'histoire, nous verra peut-être comme ça, comme étant la civilisation où on a eu comme un bond générationnel de technologie, et en fait on est tellement dans un mood où c'est un rail qui va à 100 à l'heure avec tout plein de technologies, peut-être que le futur, ça sera peut-être une technologie plus mature, plus posée, plus transparente. On le voit d'ailleurs, c'est un peu la volonté où la technologie s'efface. Et ça pourrait être finalement une rationalisation qui pourrait être cool. C'est-à-dire que oui, on serait peut-être hyper connecté, mais hyper connecté de manière transparente ou en tout cas en harmonie avec nos vies de tous les jours. Ça pourrait être cool. C'est beau ce que tu dis. C'est un vœu pieux. Ce qui valorise un petit peu le côté la simplicité fonctionnelle et peut-être l'expérience aussi sensorielle. Et on aura moins peut-être d'appareils ou potentiellement des choses qui feront tout. Tu vois, on parlait de lunettes, de puces dans le cerveau. Je sais pas si c'est ce qu'on a envie, mais quoi qu'il en soit, des choses qui s'effacent et sur lesquelles potentiellement on aura une reprise de contrôle. C'est peut-être juste notre génération qui est une espèce de parenthèse de boom technologique de ouf, sur lequel pour l'instant on sent on vomit parce qu'il y en a trop, et peut-être qu'à un moment ou à un autre, j'espère que le futur arrivera sur quelque chose de plus apaisé, plus apaisant, sur lequel on se retrouve un peu plus, on soit plus l'humain centré au milieu de cette tech, quoi. Merci beaucoup mes petits osios. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu nos photos. On va essayer de chercher des petites photos d'archives de ce qu'on a pu récupérer dans notre mallette. On vous les mettra sur Instagram. Yes. N'hésitez pas aussi à enregistrer vos questions si vous avez envie dans la boîte vocale. Et puis, faut nous faire découvrir un petit peu plus en nous mettant les 5 étoiles, en parlant à des amis. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Bye bye.